Bonjour Sarah. Bonjour. Ravie de te recevoir pour ce 3e épisode. Aujourd'hui, on te reçoit et on est ravis de te recevoir. L'idée, c'est de bien te connaître et de savoir un peu quel est ton parcours. Donc, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te présenter, s'il te plaît? Oui, voilà, donc j'ai 26 ans. Moi, mon parcours, il est un petit peu particulier. En fait, depuis toute petite, j'ai toujours voulu être vétérinaire. Ok. Voilà. Donc, j'ai fait mes études, j'étais très scolaire, voilà, très axée performance dans les notes, etc. Pour pouvoir atteindre une classe préparatoire que j'ai eue, en fait. J'ai fait le lycée Faidherbe à Lille. Et en fait, tout simplement, c'était vraiment top niveau. Et clairement, dès la première année, je me suis dit qu'il y aurait peu de chances que j'arrive à atteindre le concours vétérinaire, en fait. Ok. Sachant que en fait, le concours vétérinaire, on le passe 2 fois et après, on ne peut plus le passer. Voilà, donc je me suis dit, plutôt que prendre le risque, entre guillemets, de perdre 2 ans, comme il n'y avait que ça qui m'intéressait et pas tout ce qui était ingénieur, j'ai essayé de trouver ma voie, je me suis réorientée, donc j'ai fait une fac qui aujourd'hui appartient à l'IAE de Lille. Ouais. Voilà, donc c'était un peu comme une fac, mais qui répondait aux critères des écoles de commerce public aujourd'hui. Et en fait, mon but, par la suite, c'était d'être dans le luxe. D'accord, voilà. ok. Donc, j'ai intégré le BBA, le bachelor donc, de l'EDEC, De l'EDEC, ouais, tout pour à me fait. spécialiser en marketing de luxe. Et ensuite, en 5e année, je me suis dit, maintenant, je veux continuer tout ce qui est marketing. Mais c'est vrai que, pour le coup, c'était vraiment hors de prix la 5e année à l'EDEC. Et l'alternance n'était pas possible. Donc, j'ai postulé pour aller à Schema. Mhm. Et en fait, pendant ce temps-là, pendant que j'étais en train de faire mon bachelor à Nice, c'est là où j'ai rencontré mon actuel associé Théo. Ok. Et en fait, on est vraiment devenus super potes, etc. Et c'est vrai que moi, j'avais pas du tout l'objectif de créer ma boîte. Et en fait, il m'en parlait beaucoup. Parce que lui était déjà dedans, en Ouais, fait. lui, il Ok. était déjà dedans. Donc, c'était vraiment en 2021. Ok. Lui venait de rejoindre le projet. Et en fait, il me parlait beaucoup de sa boîte, etc. Et moi, je lui disais, en vrai, pourquoi pas. Mais aujourd'hui, je me sens pas capable parce que je suis quelqu'un de très stressé. J'ai toujours été stressée, même pendant ma scolarité. Et du coup, en fait, lui, à ce moment-là, à cette période-là de sa vie, en fait, il était très tourné développement personnel Ok. et il lisait beaucoup. Donc, en fait, il m'a donné des livres à lire, tout simplement. Et c'est vrai qu'on s'est retrouvés un petit peu à deux dans ce délire de développement personnel, etc. Donc, en fait, c'est super cool. Enfin, vraiment, c'est lui qui m'a apporté ça, en fait, parce que moi, je connaissais pas du tout ça. Et en fait, je me suis dit, mais ça m'a amené à me poser les bonnes questions. Et je me suis dit, c'est vrai que là, parce que à cette période-là, je venais de terminer mon stage de l'EDEC et j'allais, dans quelques mois, faire une rentrée décalée à Schema. Mhm. Et en fait, j'étais en CDD et c'est vrai que c'était un peu ma première expérience, ma salariée, en fait. Et il y avait des choses qui me chiffonnaient quand même, notamment... j'étais que la deuxième dans la boîte, c'était vraiment une petite boîte dans les diamants en fait. Et j'étais quand même un peu le bras droit du dirigeant. Ok. Mais j'avais un peu cette position d'être frustrée quand je donnais mes idées, que c'était un peu toujours remis en question. Même si j'avais quand même une force de proposition, c'était encore pas assez pour moi. Et un peu ce truc de je dois faire mes heures. J'avais ma famille qui était dans le Nord, parce que moi, je suis originaire du Pas-de-Calais. Et en fait, c'était assez frustrant de devoir demander des congés. Enfin, j'avais vraiment pas ce côté libre. Voilà. Et du coup, c'est vrai que quand je voyais Théo qui me disait « Regarde, c'est génial, là, je suis en train de te parler, j'ai une vente sur mon téléphone. » Enfin, vraiment, tout ce qui était côté un peu e-commerce. Puis il me disait « J'ai pas besoin d'aller au bureau. » Enfin, vraiment, il me montrait tous les avantages. Et je voyais que lui, il vivait très bien la chose, en fait, en tant que dirigeant, tout simplement. Donc voilà, donc tout ce processus un peu a mûri dans ma tête. Et je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas moi ? Et pourquoi pas essayer ? Et en fait, justement, comme j'avais prévu de faire partie de Schema, de rejoindre Schema, en fait, il y avait un pôle entrepreneur au sein de Schema. Ouais. Et du coup, je commençais déjà à réfléchir
quel serait mon projet. Voilà. Donc, dans ma tête, je me faisais mes business plans, j'essayais de mettre les choses à l'écrit, enfin, j'avançais pas mal à ce sujet-là. Donc, tu as quand même fait ta 5e année Oui. et en parallèle, tu as commencé à réfléchir à ce projet entrepreneurial. Et en fait, ça s'est fait très vite parce que, donc, entre tout le moment où en fait, j'étais en CDD, etc., et que j'ai rejoint Schema, en fait, il s'avère qu'avant même que je rejoigne Schema, c'est Théo qui m'a appelé, qui m'a dit voilà, mon associé part. Est-ce que ça t'intéresse de rejoindre la société, étant donné que du coup, tu avais ce projet-là aussi et du coup, moi, j'ai pas mis énormément de temps pour prendre ma décision parce que je me suis dit c'est que du plus, c'est une belle opportunité d'apprendre. Et voilà, et au début, j'étais vraiment... je vais pas forcément m'investir à fond parce que il me reste ma dernière année. Mm-hmm. Et c'est vrai que, donc, du coup, j'ai commencé petit à petit... on devait être aux alentours du mois de novembre et moi, je commençais ma rentrée en février. Ouais, la rentrée décalée. Ouais, la rentrée décalée. Et en fait, c'était assez drôle parce que petit à petit, très très vite, j'ai pris goût et je me suis dit, ah ouais, en fait, il y a ça, et je me suis intéressée à la société. Et en fait, j'ai très bien réussi ma scolarité à Schema et j'étais quand même très investie. Mais c'est vrai que j'avais toujours la société dans ma tête. Ça y est, c'était parti. Voilà, en fait. c'était parti. Et plus les semaines, plus les mois avançaient, plus j'étais à fond dedans, clairement. Et en fait, aussi, ce qui était intéressant, c'est que on a rejoint on a été incubé par Schema. Mm-hmm. Donc, on a eu aussi pas mal de suivi là-dessus. Donc, ça, c'était assez sympa. Et ce qui était aussi cool en termes de, de reconnaissance, je trouvais ça sympa. De mon jeune âge, j'ai envie de dire, en fait, RAC a été pris en exemple dans certaines études de cas. Donc, c'était cool. J'avais des personnes qui acceptaient de prendre ma boîte en études de cas et du coup, on a pu avancer aussi sur certains sujets. Donc, ça, franchement, j'ai vraiment apprécié aussi. Voilà. Donc, l'entrepreneuriat, ça arrivait comme une opportunité, j'ai envie de dire, pour toi. Exactement. Même si, finalement, ce choix de partir vers l'entrepreneuriat commençait déjà en fait à te titiller. Finalement, l'opportunité, mais une envie aussi, les deux en même temps. Quoi. En fait, les deux sont un petit peu suivis très logiquement au final. Et puis, des fois, Théo m'en parle encore. Il me dit, tu te rends compte je ne savais pas à ce moment-là, mais tout ce que je t'expliquais, etc., ça a vraiment... servi. La vie, elle est tellement incroyable pour ça. On ne pouvait jamais s'attendre si un jour on s'était dit qu'on travaillerait ensemble. Franchement, ça aurait été... on aurait dit à tout le monde, non mais c'est pas possible. Surtout qu'on est vraiment les opposés en fait. Moi, je suis quand même assez scolaire. Lui, il est il est plus on va dire olé olé, un peu bordélique, etc. Pas très organisé. Donc franchement, c'est cool. La complémentarité est vraiment très intéressante. Ça, c'est intéressant parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé dans ce podcast du choix de son associé. Et finalement, là, ça s'est fait un peu, j'ai envie de dire, naturellement. Mm-hmm. Mais si tu avais un conseil sur le bon associé à avoir, justement, est-ce que tu aurais un peu un conseil à donner là-dessus ? En fait, je dirais, par rapport à ce que nous, on a vécu, je dirais que franchement, au final, ça reste la solution la plus avantageuse, c'est de prendre quelqu'un qui est complémentaire. Mm-hmm. Parce que si on prend deux personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt, qui ont les mêmes passions, qui ont les mêmes compétences, en fait, au final, c'est bien, il y a deux forces, mais il manque forcément quelque chose. On va se marcher dessus, en fait. Ouais, c'est ça. Ou alors, il faut une troisième, peut-être, pour venir un peu complémenter tout ça. Mais c'est vrai que je pense que c'est super important d'avoir quelqu'un qui vient mettre la structure et la rigueur au sein de la société, et la personne un peu qui a la vision. Donc, clairement, Théo a toujours eu la vision... de comment ce sera dans 10 ans, etc. Moi, du coup, j'ai rejoint un petit peu le bateau. Et toi, t'amènes la rigueur. Voilà, et moi, je viens mener le bateau pour en arriver où on sera dans 10 ans. Voilà, c'est ça. C'est quoi ta définition de l'entrepreneuriat, Sarah ? L'entrepreneuriat, pour moi... Alors, je dirais plutôt l'entrepreneur, c'est celui... tu veux, ouais. Voilà, c'est plus simple. C'est celui qui est vraiment persévérant. La persévérance, on l'a vraiment vu au sein de RAC. Franchement, si on n'avait pas persévéré, je crois que la société, elle existerait déjà plus. D'accord. Quand je suis arrivée dans la boîte, il y avait vraiment 500 € sur le compte. C'était vraiment...
voilà, donc j'ai amené aussi un peu une sécurité financière sur le moment, mais je pense que sans la persévérance, vraiment, on n'en serait pas là. Et ce qui a fait que tout a basculé, en fait, et qu'on en est arrivé là où on en est aussi aujourd'hui, même si forcément toutes les petites choses qu'on a mis en place aussi, bout à bout, font la différence, hein, sur le long terme. Mais ce qui a fait la différence, c'est vraiment cet acharnement. En fait, quand j'ai rejoint Schema, l'incubateur, on a eu un rendez-vous avec le directeur financier de Schema. Si je ne me trompe pas, c'était le directeur financier. Et en fait, il nous a clairement fait comprendre que le bilan tenait pas la route, qu'il valait mieux fermer boutique. On vous a mis des points d'alerte. C'est ça, mais très gros points d'alerte. Et vraiment, comme si, de toute façon, ça ne marchera pas parce qu'on a repris une société, on a repris vraiment une société qui était en fait en faillite. Hein, on l'a redressée et ça a mis du temps, hein, bien sûr. Et là, ça fait seulement depuis 2023 qu'on est vraiment dans le positif, quoi. Donc, et justement, ça, c'est un autre sujet hyper intéressant dans l'entrepreneuriat, qui est la reprise d'entreprise. Donc, effectivement, tu m'as dit avant que c'est pas toi qui étais à l'initiative. Pour autant, tu as été mis dans le bateau. Est-ce que tu sais pourquoi on fait le choix parfois de reprendre et de pas créer ? Qu'est-ce qui a fait que Théo, au départ, il a repris et que tu as été intéressé par ce projet ? En fait, sur le moment, on pense que c'est plus simple. Sauf qu'en fait, c'est pas du tout plus simple. Parce qu'au final, on se dit... Là, même nous, des fois, on en parle avec Théo, on se dit mais tu te rends compte si on avait créé la société, mais ça se trouve, on aurait été en positif en 2021 directement. D'accord. Et pas en 2023. Même si... après, je pense que c'est... Les compétences qui sont reconnues aussi derrière ne sont pas forcément les mêmes. Et on a un peu ce truc de dire, même en termes de storytelling, le jour où on racontera l'histoire de RAC, on dira, voilà, RAC, c'était une boîte qui est en train de faire faillite. Et là, on a tout redressé, etc. Mais j'ai perdu mes mots. Je ne sais même plus quelle était la question de base. Pourquoi on reprend plutôt qu'on crée ? Oui. Et du coup, ouais, je pense que c'est ça. Et moi, c'est vrai que j'ai eu ce truc de me dire, c'est plus simple, en fait, quand j'ai rejoint. J'avais mon idée. Elle aurait très bien pu être mise en place. Enfin, je ne sais pas, avec des si, on referait le monde. Mais c'est vrai que je me suis dit, c'est plus simple. J'ai pas à tout faire depuis le début. Le projet est cool. Je sais que ça marche. On a aussi ce truc de se dire... moi, je l'avais, Théo ne l'avait pas, parce que c'est grâce au fait de créer des home gym qu'il y a eu le premier chiffre d'affaires qui a été généré. Donc moi, j'ai vu que ça avait fonctionné. Je me suis dit, s'il y avait rien, ils ont fait ça. Le jour où je mets des fondations solides, ça peut cartonner, clairement, on le sait. Mais c'est vrai que Théo, pour le coup, je pense qu'il s'est dit... ça peut être un projet fun. Puis lui, il a toujours aimé créer des trucs de ses mains. Il est fils d'artisan. Il adore créer quelque chose de lui-même. Il était aussi il baignait déjà dans ce truc de business. Déjà, quand il était petit, il faisait des petites actions pour récupérer de l'argent. Il a eu un business de maquillage, si je ne me trompe pas, aussi, pendant qu'il faisait qu'il passait son diplôme de coach sportif. Donc lui, c'est un peu un entrepreneur dans l'âme, alors que moi, c'est plus quelque chose qui est venu comme une opportunité. En effet, c'est un peu différent. Voilà. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir 26 ans et déjà 3 années à ton compte, ça fait de toi quelqu'un de différent d'une autre personne de ton âge ? Est-ce que tu as l'impression d'être plus mature ou en tout cas de voir les choses différemment ? Je pense que j'ai peut-être plus cette notion de valeur du temps que d'autres n'auraient pas. C'est vrai que de toute façon, si je me retourne et que je me vois moi il y a 3 ans, moi quand je suis arrivée à Nice, je n'étais pas du tout dans le même délire, mais alors pas du tout. Ça permet aussi de relativiser beaucoup. J'étais quelqu'un qui prenait beaucoup les choses à cœur, qui avait du mal à relativiser. Et c'est vrai que même s'il y a toujours un fond de moi on changera jamais ce qu'on est vraiment, mais c'est vraiment apprendre à contrôler ses émotions, relativiser, se dire qu'en fait, c'est pas grave. Et après, on a beau le faire plus facilement dans notre vie personnelle, il y a aussi le fait de le faire dans sa vie professionnelle. C'est-à-dire qu'au final, moi, j'ai eu un peu cette bascule de...
dans ma vie professionnelle, c'était plus facile de relativiser, mais du coup, avec RAC, eh ben, le moindre truc au début, c'était la catastrophe. Et en fait, c'était vraiment dans ces moments-là, après, c'est tout, on fait avec, on se dit sur le coup, on surréagit, on est rempli d'émotions. Et puis le lendemain, c'est un autre jour et on trouve des solutions. Mais c'est vrai que, par contre, j'ai eu du mal à mettre en place ça avec la société. Ouais. Là, au jour d'aujourd'hui, je pense que on a pris aussi beaucoup de hauteur là-dessus. Et en fait, ce qu'on vit, plus on vit des moments durs, de toute façon, que ce soit dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, plus on endurcit. Et c'est vrai que moi, dans ma vie personnelle, j'ai jamais eu énormément de coups durs non plus. C'est vrai que j'ai toujours eu un peu la belle vie. Après, j'ai que 26 ans. Mais il y en a, ils ont vécu une autre vie que moi. Tout à fait, bien sûr. Et je pense que moi, j'étais un peu aussi sur un petit nuage. Dans ma vie, tout se passait bien. Scolairement, j'ai juste pas réussi à devenir vétérinaire, mais en soi, je me suis vite repliée. J'ai jamais eu de problème de confiance ou autre là-dessus. Et c'est vrai que professionnellement, on a pu recevoir des gros coups durs avec RAC. Donc voilà. Et d'ailleurs, en recevant tous ces coups durs, est-ce que tu as déjà imaginé arrêter ? Alors, quand on a reçu, du coup, quand on nous a dit de tout arrêter, on s'est remis en question beaucoup. On n'était pas bien. Je pense que Théo était encore plus mal que moi sur le moment parce que voilà, ça reste, c'est lui qui a fondé la société. Tout arrêter, non. Je pense que c'est plus dans... On a hésité, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on arrête et qu'on recrée quelque chose, mais c'est pas arrêter d'entreprendre. Ouais. C'est juste refaire des bases solides, ce projet-là, voilà. Par contre, peut-être des fois, toujours dans ce manque de contrôle d'émotion, s'il y a quelque chose qui... je sais pas, on peut être en confrontation avec Théo, par exemple. Oui, des fois, je peux me dire, c'est tout, j'arrête... parce que de toute façon, je vais pas lui demander... c'est pas lui qui va arrêter, ça c'est sûr. Mais plutôt sur un coup de tête, un peu sous le coup de l'émotion. Mais je veux dire, après, ça dure quelques heures et je sais très bien que j'ai pas envie d'arrêter. J'ai jamais eu l'envie profonde. Je me suis jamais posé moi-même la question. D'accord. Est-ce que j'arrête ? C'est plus sur le coup de l'émotion, que je peux dire ça. Est-ce que tu arrives à te trouver des moments à toi ? Comment tu arrives à te déconnecter ? On sait à quel point c'est prenant de se lancer, de vouloir chercher, j'ai envie de dire, plus de croissance, plus de clients, plus de chiffre d'affaires, tout simplement. Comment tu arrives à couper et à trouver des moments pour toi, sachant qu'en plus, tu es jeune et que tu as sûrement envie de faire d'autres choses. Comment tu vois les choses ? Alors, en fait... déjà, quand j'ai fait ma scolarité à Schema et en parallèle que j'avais RAC, c'était très compliqué pour moi de couper. Et en plus, à ce moment-là, j'avais mon copain qui habitait à Lyon. Donc, en fait, je faisais Lille-Lyon. Le week-end, je travaillais dans le train. Donc, au final, j'allais à Lyon, mais je travaillais. Et là, c'était très frustrant parce que je n'avais pas la sensation de profiter avec mon copain, tout simplement. Là, je dirais qu'on est dans un moment où on est en pleine croissance, mais qu'on arrive quand même à se dégager du temps. Ok, super. Donc ça, c'est assez cool. La semaine, c'est pas possible, mais par contre, j'arrive à prendre mon samedi, mon dimanche ou l'un ou l'autre. Voilà, après, bien sûr que des fois, je sacrifie mon week-end parce qu'il y a des urgences et qu'il faut que je traite des choses. Voilà, donc ça, il n'y a pas de sujet. Là-dessus, je préfère fonctionner comme ça, me dire j'ai mes week-ends et quand il faut de moi-même, je travaille. Après, c'est vrai que on a toujours la tête un peu dedans. C'est ce que j'allais dire, parce que parfois on coupe tout et pour autant on y pense quand même. La nuit, on y pense, ça nous réveille. Franchement, c'est plutôt ça. C'est que dans sa trame, en fait, on y pense. Le soir, on y pense. Après, là, cette année, j'ai décidé de faire une vraie coupure parce que c'est vrai que depuis fin 2021, j'avais jamais pris de vacances en coupant complètement. Et du coup, j'ai dit à Théo, là, j'en ai vraiment besoin. Donc, lui, pour le moment, ne l'a jamais fait. Il n'a jamais réussi à couper. Après, il s'occupe des clients, donc c'est vraiment plus compliqué pour lui. Et ça,
ça je comprends. Mais voilà, j'ai pris 15 jours, je suis partie en Namibie. J'avais vraiment besoin de couper. Et en fait, il s'avère que de moi-même, au bout de 12-13 jours, donc pendant 12-13 jours, j'ai vraiment coupé mes emails, tout. Enfin, j'avais vraiment besoin de couper. Et en fait, à partir avant la fin des vacances, c'est moi qui disais à Théo, j'envoyais des messages alors, et ça, et ça, et ça puis te manquait, limite. Ouais, en fait, je pense que ça trottait dans ma tête de toute façon. Et ce qui est génial, c'est que je suis revenue beaucoup plus productive parce que j'ai vraiment fait une coupure et je me suis posé les bonnes questions. Et au bon moment, je pense que je suis partie vraiment au bon moment. Parce que oui, c'était en pleine croissance. Mais déjà, j'ai bien préparé mon départ pour ne pas laisser la société en catastrophe. Mais ça m'a permis de me poser les bonnes questions, notamment sur la culture d'entreprise. Est-ce qu'on est plutôt tourné pour embaucher des salariés ? Est-ce que c'est plutôt des freelances dont on a besoin ? Et vraiment, ça m'a permis de me poser toutes ces questions, de mettre les choses à plat et de plus être dans l'opérationnel et de vraiment bien me repositionner sur la situation. C'est important. Hein. Oui, très important. C'est hyper important parfois d'arriver à prendre un pas de recul et de se dire alors attends, parce que sinon on est tout le temps le nez dans le guidon. Oui. J'avais un doute. La tête dans le guidon. C'est ça, la tête dans le guidon, j'avais un doute, voilà. Et pour le coup, en fait, on n'est même plus productif, comme tu disais, et finalement, cette coupure, elle peut être vraiment bonne et vraiment positive pour l'entreprise, finalement. Mais c'est difficile de se le dire quand on est dedans, de se dire, je vais prendre du temps parce que ça va me permettre d'être meilleur. Et ça, il y a peu de gens qui, parfois, arrivent à bien le comprendre. Pour le coup, c'est vrai que là-dessus, j'ai toujours compris comment je fonctionnais. Et c'est même dans les débuts, même où j'ai rejoint la société, où je disais à Théo, oui, là, j'ai besoin de prendre mon après-midi, même si on était dimanche. Oui, là, je dis stop, là, je dis non, parce que, en fait, je sais comment je fonctionne. Et si je ne recharge pas mes batteries, je me connais, en fait. Et au final, je vais servir à rien. Et c'est ce que j'essaye de répéter beaucoup à Théo. L'importance de couper. Après, encore une fois, chacun fonctionne différemment. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de ça. On est d'accord. Qui peuvent travailler beaucoup sans faire de coupure, il n'y a pas de souci. Mais voilà, moi, c'est mon fonctionnement à moi. Et voilà. Et tu as un petit secret sur la manière dont tu te déconnectes ? Qu'est-ce qui marche le mieux ? Moi, j'adore, pour déconnecter, c'est faire des balades en pleine nature. Ouais. Voilà, pas en ville. Le bruit, le brouhaha, ça m'oppresse. J'ai vraiment besoin de couper ou marcher dans les bois. Ou voilà. Avant, je le faisais seule et maintenant, j'adore passer ce moment avec mon copain, forcément. Ou alors en famille, ou même avec des amis. Et puis aussi, j'ai trouvé... une petite passion pour la guitare. Donc, j'essaye de prendre même 10 minutes par jour. C'est bête, hein, mais de faire un petit truc pour moi. Non, mais c'est important parce que c'est des actions, en fait, qui t'obligent à te concentrer sur autre chose. C'est ça. Donc, c'est un vrai moyen de se déconnecter, je pense, effectivement. Ouais. Est-ce que, Sarah, tu t'es déjà dit, là, j'ai réussi ? Elle n'est pas facile, cette question. Ouais. Hein. En fait, il y a quelque chose, mais je ne peux pas encore en parler parce que... Enfin, si, je peux en parler. Si, je peux en parler parce que j'ai déjà communiqué dessus. J'étais en train de réfléchir. En fait, je pense que là où on s'est dit... tous les deux, Théo et moi, là, on a réussi quelque chose. C'est qu'en fait, il y a plusieurs semaines, il y a BFM Business qui nous a contactés. Génial. Et qui nous a demandé de faire une interview, Théo et moi. Et là, je pense qu'on s'est dit, il commence à y avoir BFM Business qui nous contacte, il se passe quelque chose. On a aussi... quelques magazines, je ne vais pas les citer parce que là, pour l'instant, c'est pas encore connu. Mais on a quelques magazines là, qui commencent vraiment à nous contacter. Là, on se dit, on rentre dans quelque chose qui est sympa. Ouais. Et aussi, on commence à être comparé à des concurrents quand même qui pèsent un petit peu dans le milieu. Donc, ça fait plaisir aussi. Quand et que vous aviez dans le viseur. Ouais, après, on n'est pas du tout sur le même en termes de concurrence, on n'est pas du tout sur la même gamme de prix, etc. Même si on est
En fait, nous, on va vraiment proposer le meilleur rapport qualité-prix sur le marché et il y en a qui vont proposer l'équivalent de ce qu'on propose, mais beaucoup plus cher. Voilà, bon, après, c'est une question de positionnement, Bien sûr. tout simplement. Mais ça fait plaisir, voilà, quand on est comparé à des concurrents quand même qui envoient et qui sont là depuis des années, c'est cool. Félicitations pour ça. C'est une marque de reconnaissance pour toi, le fait que la presse s'intéresse à RAC? Pas une marque de reconnaissance personnelle, parce que ça, je pense pas... Mais du travail effectué, en tout cas. Mais oui, ça reflète un petit peu voilà, parce que les résultats de la boîte, en fait, tout simplement. Donc, ouais, pour RAC, je trouve que c'est juste génial. C'est chouette, en tout cas. C'est une bonne nouvelle. Et est-ce qu'il y a des moments de doute? Alors, effectivement, tu en as parlé, mais des moments de doute où... Alors là, vous êtes associé avec Théo, donc c'est un peu différent que quelqu'un qui se lance tout seul. Mais est-ce que quand même, dans ce monde, souvent où on se lance, on parle rarement des moments de solitude qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. Est-ce que c'est des moments que tu as ressentis, toi? Des moments de solitude, jamais, parce que dès qu'il y en a un qui est pas bien ou autre, on en parle là-dessus. Ce qui est cool, c'est que comme on se connaissait déjà, on est assez... on essaye vraiment de comprendre l'autre, même si forcément il y a des moments où ça part un petit peu en vrille. Mais ce qui est bien aussi là-dedans, c'est qu'on se dit toujours ce qu'on pense. Voilà, pas forcément avec des filtres, mais au moins c'est dit. Et l'honnêteté, je trouve que c'est la chose vraiment qui est la plus importante, et ainsi que la loyauté dans l'association. Des moments de doute, oui, on en a eu. Mais voilà, on était deux. Et solitude, du coup, non, parce qu'on se sent toujours soutenu par l'autre. Le fait que vous soyez deux, tu l'as pas ce ressenti? Non, pas d'être seule, non. Et est-ce qu'il y a des moments où vous vous dites, normalement, si on devrait suivre complètement, j'ai envie de dire, la ligne, on ne pourrait pas aller vers là, et vous vous dites, non, allez, tiens, on va être un peu différenciant, on part dans l'autre sens? Est-ce que vous avez eu un peu des visions, justement, tu parlais de vision tout à l'heure, des visions qui ont fait que c'était pas prévu, mais tiens, on le tente? En fait, ça peut être sur des détails, entre guillemets. Par exemple, je sais pas, de la communication, le type de communication qu'on va faire sur les réseaux sociaux ou ce genre de choses, mais ça va rester de l'ordre du détail. D'accord. Les grandes lignes, on est toujours dans la lignée de ce qu'on veut, pour la vision dans 10 ans. Après, là, comme on est en énorme croissance et que, là, en fait, on a un petit peu un décalage en ce moment avec Théo, c'est que lui, il est encore beaucoup dans l'opérationnel. Et en fait, moi, grâce à mon voyage en Namibie, j'ai réfléchi aux bonnes choses. Et en fait, j'ai dit que dès que je reviens, je ne veux plus faire ça parce que j'ai aucune valeur ajoutée, en fait, à la société. Je lui apporte rien, en fait, à faire ça. Donc, j'ai réussi à déléguer vite certaines choses. J'en ai parlé à Théo, etc. Mais c'est vrai que, en fait, Théo, comme il s'occupe du côté client, il est expert dans le produit. Et ça, c'est très dur et très long à faire évoluer. Ouais. Et pour apprendre à quelqu'un ce qu'il sait, c'est pas aussi facile que moi, où je faisais des trucs un peu, toujours comme ça, un peu des process bien cadrés. Et voilà, donc j'ai encore oublié la question qui est de base. Par rapport au fait, est-ce que tu respectes toujours ce qui est écrit ou est-ce que vous avez parfois une vision de dire non, on va partir dans l'autre sens? Ouais. Et du coup, pourquoi je disais ça? Je sais plus par rapport à la question, je suis encore partie. Que toi, tu avais commencé à pas mal déléguer et j'imagine que peut-être tu voulais en arriver à un moment où ça t'a permis de te concentrer sur d'autres choses. Oui, c'est ça. Et voilà, je voulais en venir là. Et du coup, c'est vrai que comme la vision de base, c'est un peu Théo là-dessus. En fait, lui, il donne là où il veut aller et moi, je le mets en place, entre guillemets. C'est un peu comme ça qu'on a organisé. Ça s'est fait naturellement, hein, mais voilà. Et du coup, comme lui, il est beaucoup dans l'opérationnel et que lui, il n'a pas réussi à déléguer aussi facilement et aussi vite, c'est... Là, on est en pleine croissance et on est en train, justement, ça prend du temps pour se remettre d'accord sur dans 2 ans, on est où, dans 3 ans, on est où. Et là, on est un peu dans cette difficulté, problème de roi, de croissance. C'est ce que j'allais dire. C'est une bonne difficulté parce que finalement... vous devez aller plus vite peut-être par rapport à la croissance qui arrive.
Elle va plus vite que prévu? Ah oui, 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 moi, les prévisions que j'avais faites, on les a largement dépassées. Donc, ouais, franchement, c'est incroyable ce qui se passe. Et tu sais un peu ce qui a fait le déclic? Qu'est-ce qui a fait que vous allez plus vite que prévu? Bah, en fait, tout ce qu'on a mis en place petit à petit, le fait qu'on on mette vraiment énormément d'énergie sur le service après-vente par rapport à certains concurrents. Donc, on a des super bonnes notes clients et en fait, ça fait vraiment la différence. Ça, plus tous les petits trucs qu'on a fait au début, donc au-delà de la structure, mais investir un petit peu dans le référencement naturel, investir un petit peu dans les publicités sur Google Ads, vraiment venir diversifier, faire des salons. Je sais que si BFM Business nous ont contactés aujourd'hui, c'est parce qu'on a fait le salon Préventica, qui est spécialisé dans la qualité de vie au travail. Et c'est grâce à ça, en fait, qu'on a été contactés aussi. Voilà, tout ça a fait que ça nous a ouvert des portes sans le savoir sur le moment donné, en fait, mais par la suite. Mais c'est de l'investissement, quand même, que vous avez imaginé. Oui. Vous avez investi dans 2-3 choses qui, en fait, ont rapporté plus que prévu. Oui, c'est ça. Finalement. Voilà. Et puis, il y a même tout ce qui est site internet. On a refait le site, on l'a rendu... Enfin, on a fait un site sur Shopify parce que... Enfin, voilà, c'est la meilleure plateforme de e-commerce. Donc, clairement, c'est le meilleur choix qu'on ait pu faire, le meilleur investissement aussi. On a travaillé avec des influenceurs, le Corona Gym, qui est l'emblème un peu du home gym. Voilà, il est vraiment dans notre niche, en fait. Donc, tout ça a fait que la petite graine qui s'est plantée un peu partout, là, c'est incroyable. Plus le temps passe. C'est quoi? C'est de la viralité? Ce que vous... J'irai pas jusqu'à dire de la viralité non plus, pas encore. Par contre, là, avec justement le passage à BFM Business, les magazines qui vont parler de nous, là, on a des nouveaux influenceurs qui nous ont encore contactés. Et ça, c'est incroyable. Enfin, je peux pas citer de nom, mais... Non, mais... Enfin, tu parlais tout à l'heure de fierté. Bah, par exemple, dire que c'est des influenceurs qui nous démarchent, c'est incroyable. Tellement c'est quoi la démarche d'un influenceur, en fait Ils nous envoient un DM sur Instagram. En disant qu'ils aimeraient bien collaborer avec vous. Ouais, voilà. Ce qui est une bonne nouvelle parce que ça vous permet de pouvoir négocier un tarif plus intéressant que si c'est vous qui alliez le chercher. Ouais, après, ils sont durs en affaires. Ils sont pas faciles à la négociation. Mais oui, c'est sûr que... À partir du moment où c'est eux qui nous démarchent, on est un peu, entre guillemets, en position de force. Même ça. Si... Quand même. Voilà. Après, ils font jouer la concurrence, ils font ça avec quelques marques, ils comparent. Voilà. Le but, c'est aussi, si on veut vraiment travailler avec un influenceur, c'est de pouvoir investir aussi de nous-mêmes si on veut lui offrir des équipements. Voilà. Donc, c'est savoir aussi faire les bons choix au bon moment. Et c'est vrai que... En tout cas, dans ton domaine... parce que je lisais la semaine dernière, je ne sais plus quelle entreprise qui disait qu'elle ne voulait plus travailler avec les influenceurs parce qu'ils n'avaient pas toujours les retours attendus. Enfin, voilà. Toi, en tout cas, dans ton domaine, ça fonctionne. Ouais. C'est quelque chose qui marche bien. Ouais, c'est franchement... travailler avec les bons influenceurs... Bien sûr. S'ils sont dans notre niche ou alors s'ils ont vraiment une énorme notoriété... nous, on va forcément y gagner quelque part. Donc, voilà. Puis c'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, on peut se permettre d'investir dans les influenceurs, alors qu'il y a 3 ans, c'est vrai qu'on n'aurait pas été capable financièrement de pouvoir le faire, quoi. Donc, et la satisfaction client, comment vous la détectez? C'est évidemment les avis qu'on vous laisse, mais est-ce que vous allez vous-même répondre? Est-ce que vous êtes friand quand même d'avoir un peu le retour de chacun de vos clients? En fait, je dirais que le retour se fait assez... se fait beaucoup de la part du client lui-même. Oui, c'est naturel, on est d'accord. Il y a un avis, en fait. Même, il va nous faire un retour d'email lui-même ou elle-même. Et ça, je pense que c'est dû à la proximité que Théo a avec les clients au téléphone. Il y a un peu ce côté authentique et un peu familial aussi qu'on aime faire ressortir, même si on se positionne sur un peu même du luxe, haut de gamme, voire du luxe en termes de prix. Mais on veut garder ce côté authentique et c'est vrai que les gens du coup se sentent à l'aise de nous faire un retour. Je suis super content. Ou alors là, on a déjà eu des clients qui nous ont fait vraiment des comptes rendus de eux-mêmes, on leur a rien demandé, ils nous envoient un compte rendu ultra détaillé. Alors ça, j'adore, ça, machin, ça, un peu moins. Et ça arrive beaucoup. Et ça, je pense que c'est dû à la proximité qu'on a avec eux.
Donc, c'est un peu votre touche à vous aussi, cette proximité. C'est ce qui fait le petit plus de RAC aussi par rapport à d'autres entreprises. Ouais, et puis je pense que nous, on est vraiment dans l'accompagnement. On n'est pas simple vendeur, en fait, d'équipements sportifs. Et c'est là où on apporte vraiment quelque chose, quoi. Est-ce qu'il y a un conseil que tu aimerais donner à d'autres entrepreneurs et pourquoi pas des jeunes entrepreneurs, puisque c'est quand même aussi un peu ton parcours à toi? Alors, le premier conseil que je donnerais dans le cadre d'avoir un associé, c'est savoir dire non, savoir aussi dire ses limites, parce que c'est important, sinon après on se laisse manger par l'autre. Il faut que les limites soient bien définies aussi des deux côtés. Surtout si en plus on se connaît depuis longtemps, etc. C'est un peu aussi des fois, comme on dit, la frontière entre le perso et le pro. Là, du coup, c'est vrai que la frontière, là, des fois, elle est un peu dure à définir. Donc voilà, je dirais ça, savoir dire non. Et puis, aussi savoir se donner une chance. Je sais que moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que quand j'ai terminé mon année à Schema et que j'ai été diplômée, j'ai demandé à mes parents. J'ai osé demander, mais il y en a, ils n'auraient pas osé, je pense, demander ça à leurs parents, de rester 1 an chez eux pour développer la société, donner une chance à sa boîte. Et je pense que, surtout quand on est jeune, il faut savoir donner la chance à son projet et oser le demander aussi. Enfin, quand on a une famille qui veut le meilleur pour nous, même si c'est pas ce qu'ils auraient forcément voulu, que je monte ma boîte, que je me mette en difficulté. Ils auraient voulu la sécurité, que je trouve un travail, et ça, c'est... T'as dû les convaincre? Ma mère, non, mais mon père, oui. Ouais. Le convaincre, je pense qu'il m'aurait pas... il m'aurait jamais dit non. Mais plus d'essayer de lui faire comprendre pourquoi, lui expliquer pourquoi je pense qu'il y a un intérêt, pourquoi je pense que ça peut marcher. Donc après, comme mon père est directeur financier, ce qui est sympa, c'est qu'il a un peu vu les chiffres, etc. Il peut avoir un regard. Il nous a beaucoup aidés, donc pour ça, franchement, je lui suis vraiment reconnaissant, et été aussi d'ailleurs. Il nous aide encore beaucoup, mais c'est vrai que je pense que si ça le rassure de voir que aussi niveau chiffres, ça n'a pas servi à rien en fait que je reste 1 an. Surtout que... Donc finalement, tu n'es restée qu'1 année. Tu n'as pas dû décaler d'1 année. Non, alors j'ai un petit peu débordé quand même. Mais je suis restée 1 an et quelques. Y a plus, ils ne m'ont pas donné une date. Là-dessus, ils ont été super cool. Ils ne m'ont jamais dit, telle date, c'est fini, tu t'en vas. Non, c'est pas du tout le sujet. Non, là-dessus, je suis très bien entourée et j'ai vraiment beaucoup de chance. Et je pense qu'en fait... ils savaient peut-être aussi qu'ils pouvaient me faire confiance d'un côté, parce que comme j'ai toujours réussi un peu ce que je voulais entreprendre, même à l'école, etc. Je suis quelqu'un, quand je veux quelque chose, je suis déterminée et je suis motivée. Et ils voyaient bien que je dormais pas jusqu'à 11h le matin. Je me mettais vraiment une discipline. Ça n'a pas été facile au début de s'imposer ça, mais il faut le faire parce que je pense que si j'avais pris un appartement toute seule, j'aurais jamais eu autant de discipline que si j'étais restée chez mes parents, parce que d'un sens, j'avais quelque chose à leur prouver. Et en fait, ça a été ultra un énorme moteur de motivation en fait pour moi. Donc c'était la meilleure des décisions. En fait, tu t'es mis en place une routine dès le démarrage. Ouais. Et ça a fonctionné. C'est celle que tu tiens encore aujourd'hui? Non, parce que c'était assez extrême quand même. Vraiment, au début, je bossais de 6h du matin à minuit des fois. Ok. Donc, on avait des sacrées journées. Puis, il y avait un peu l'engouement du début. Bien sûr. De se dire, j'ai terminé mes études, je me lève, je fais ce qui me plaît. Il y a des gens, ils traînent les pieds pour aller au travail. Et moi, je suis chez moi. Je vais au sport, je me levais à 5h40 pour aller au sport, et après je bossais jusqu'à minuit, et après je recommençais. Et puis des fois aussi on se faisait des sessions au début avec Théo où on travaillait des fois jusqu'à 3h du matin. Je me souviens, c'était beaucoup à cause de la comptabilité au début que j'avais à faire ça, quand je devais faire des clôtures, des trucs, et que j'avais du retard. Voilà, donc ça, c'est mes souvenirs comptabilité. Sacré compta. Maintenant, j'ai délégué tout ça.
Maintenant, je supervise C'est ça, le entre autres, truc. que tu as délégué. Ah ouais, Ouais. ça devenait trop... En fait, c'est ça et le service après-vente. Je Ok. m'occupais aussi du service après-vente. Et c'est vrai que le service après-vente, très vite, comme c'est ma société, je le prenais trop à cœur. Et en fait, on s'est mis d'accord avec Théo qu'on ne pouvait pas gérer le service après-vente nous-mêmes parce qu'un client qui est vraiment pas content, en fait, on a beau essayer de prendre du recul, au téléphone, c'est super dur parce qu'on le prend forcément Bien personnellement, sûr, en bien fait. sûr. Donc là, on a aussi quelqu'un qui s'occupe du service après-vente. Bien sûr, on est là en renfort quand on a besoin. Vous avez externalisé ou c'est quelqu'un que vous avez embauché pour le... Alors, on prend des prestataires pour ça. Ok. On n'a pas Ouais. là-dessus. Là, on a commencé à embaucher quand même. Hein. On a un alternant maintenant. Génial. Donc voilà, première étape. Et puis à voir. Sur quel poste, l'alternant? Là, il est plutôt côté commercial pour Ouais. aider Théo. Parce qu'en effet, Théo, là, il faut qu'il délègue et qu'il puisse se Chacun son tour. concentrer voilà, sur des trucs et essayer de prendre un peu plus de hauteur parce que là, il a la tête dans le guidon et du coup, Mais ça, c'est je pense compliqué. que c'est un super bon conseil de déléguer et c'est hyper difficile. Et toi, le déclic, tu me dis que c'est la Namibie. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a permis de te dire non, là, il faut que je délègue, c'est pas possible? Ça s'est fait en plusieurs étapes. J'ai réussi à déléguer déjà au mois de... C'était aux alentours du mois d'avril. On a eu une première prestataire en fait qui était avec nous. Bon, elle est pas... Enfin, il s'avère que la vie a fait que on arrête de travailler ensemble Oui, en fait. Et en fait, ça m'a déjà appris à déléguer. Mais je déléguais sans vraiment déléguer parce qu'au début, c'est dur. On veut garder très le contrôle. Dur, très, très dur. C'est jamais fait comme on a envie que ce soit fait. C'est un peu ça. Mais du coup, ça s'est fait au fur et à mesure. Ensuite, quand on a remplacé cette personne, du coup, j'ai pas refait les mêmes erreurs. Voilà, j'ai essayé de faire mieux qu'avant. Et ce que j'adore, en fait, dans le fait de déléguer, c'est que même Théo me disait ça d'ailleurs, comme il commence à le faire, il me disait c'est trop bien cette sensation d'apprendre quelque chose à quelqu'un et de transmettre son savoir. C'est vraiment c'est agréable en fait de se dire je transmets ce que je sais, je le garde pas pour moi et ça donne une valeur en fait. Enfin, on se sent la transmission, c'est une très belle valeur. Et en plus, en général, si tout va bien, si on a choisi les bonnes personnes avec lesquelles on délègue, il y a de la transmission, mais il y a aussi cet apport que peut avoir quelqu'un qui est un peu extérieur et qui va te proposer une autre manière de voir les choses ou de faire les choses. Et en fait, ça peut aussi enrichir ton quotidien, en fait. Ouais, complètement. Et on le voit encore plus avec notre alternant, parce que du coup, c'est vrai que les prestataires, ils sont moins... Enfin, ils vont plus faire ce qu'on leur demande de faire et ils peuvent pas chercher il y a la feuille de route. Plus, voilà. Même s'ils essayent quand même, on voit des fois qu'ils essayent vraiment de nous conseiller sur des choses, mais c'est pas la même chose. Et c'est vrai que là, je pense que... notre alternant va nous apporter énormément sur aussi notre savoir-être, notre savoir-faire. D'autres manières de prospecter, d'autres manières d'aller chercher des gens, c'est des nouveaux outils. En plus, j'imagine qu'il est un tout petit peu plus jeune que toi. Ouais. Donc, il y a encore d'autres manières d'aller chercher... C'est encore une autre génération, entre guillemets. C'est ça, d'autres outils. Ils utilisent quand même pas mal les outils comme Wallaxy, par exemple, pour aller chercher... des clients et donc c'est de nouveaux canaux en fait de prospection pour vous quoi. C'est chouette. S'il y a quelque chose que tu aurais pu faire différemment, laquelle ça serait? Qu'est-ce que j'aurais pu faire différemment? À titre personnel ou avec la société À titre perso, ça peut être à titre perso. Après, c'est toujours, on va dire, quand même lié à ton quotidien. Mais on parlait de routine, on parlait justement d'y avoir passé beaucoup de temps. Je sais pas, hein, peut-être qu'il n'y a pas. Peut-être que c'est encore trop récent, j'ai envie de dire, pour se dire j'aurais dû faire comme ça. Mais... je pense que... Quand j'ai rejoint la société, j'aurais dû peut-être être un peu plus rigide, entre guillemets, sur
ok, c'est bien, on est deux, mais il faut déjà se projeter comme si notre temps était déjà précieux, entre guillemets, et qu'on devait euh, organiser notre journée afin d'être vraiment efficace. Parce que c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas beaucoup de clients, il y avait pas beaucoup... Enfin, il y avait beaucoup de travail, mais on était beaucoup... On se disperse. Ouais, on se dispersait beaucoup. Et en fait, on a un peu, du coup, gardé, je trouve, ces mauvais réflexes de s'appeler un peu n'importe quand. Et du coup, là, je me suis dit 2025. Déjà là, j'ai essayé de commencer et je sais que Théo, il peut un petit peu avoir du mal à avoir ce besoin aussi de ne pas être appelé n'importe quand, etc. Parce que lui, il est plus téléphone, etc. Mais c'est vrai que moi, je me suis rendu compte que ça m'enlevait énormément de productivité et j'étais toujours déconcentrée. Et je m'en rends compte. Du coup, j'essaye vraiment de corriger ça et qu'on prenne les bons réflexes. Mais du coup, comme il y a 3 ans d'antériorité avec de mauvais réflexes, c'est pas évident du jour au lendemain. Et même moi, je me fais avoir à mon propre jeu parce que je lui dis ça et 2 heures après, je l'appelle. Alors, il me dit tu dis que faut pas que je t'appelle et puis derrière tu m'appelles. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, donc c'est très compliqué. Et en fait, là, ce qui est cool, c'est que par rapport à ça, avec Schema, comme on a incubé, on va être suivi par quelqu'un. On va avoir un genre de mentor, un peu coach. Et il va aussi nous aider un peu tout ce qui est développement personnel, tout ce qui est coaching sur Théo et moi-même. Et je pense que ça va pas nous faire de mal aussi d'avoir un peu un coach avec de l'expérience, comment être productif, comment faire ça. J'écoute aussi pas mal de podcasts. J'essaye vraiment de me concentrer là-dessus. Mais après, c'est vrai qu'appliquer, c'est vraiment très compliqué. Ouais, c'est difficile. Mais c'est une nouvelle routine finalement et des nouveaux automatismes à gommer et à créer, quoi, en fait. C'est ça. Et puis, comme il y a tellement de changements dans la boîte, et il y a ce nouveau prestataire, et ensuite, là, il y a l'alternant, et ensuite, peut-être il y aura un prestataire en moins, et il y en aura un autre. En fait, comme on est en pleine croissance et en plein changement, c'est très dur, en fait, de se tenir à un truc qui marche tout de suite. On est obligé d'ajuster, de refaire, de tester. Ouais, et c'est super long. Et je pense qu'on va avoir ce problème-là pendant toute notre phase de croissance au final et qu'on va devoir réajuster. Mais bon, c'est aussi ça qui est sympa, c'est qu'il faut toujours se donner des objectifs et pas qu'aux autres. Hein. Quand on délègue, c'est pas qu'aux autres qu'on se donne des objectifs, c'est aussi à soi-même du coup et c'est cool. C'est quoi la prochaine étape, Sarah ? La prochaine étape... j'aimerais bien, enfin Théo aussi d'ailleurs, prochaine étape, c'est qu'on lance toute une gamme vestimentaire. Ok. Ce serait vraiment cool parce qu'on veut vraiment avoir créer ce sentiment d'appartenance qu'on n'a pas encore auprès des clients. Alors je dis gamme vestimentaire, mais ce sera peut-être via un autre moyen, même si pour l'instant on est resté là-dessus. Comment créer une communauté en fait au sein de RAC. Voilà, quelle identité on veut faire ressortir, qu'est-ce qu'on veut montrer. Voilà. Et là, il y a tout un questionnement, pas qui est fait en fin d'année, mais qui va être fait début 2025, justement pour savoir comment on met ça en place concrètement. Voilà. Parce que là, aujourd'hui, c'est les équipements et l'accompagnement, hein, bien sûr. Donc là, l'idée, ça serait d'avoir une petite bribe supplémentaire. Ouais, ok. On est en train de voir pour créer vraiment... En fait, on veut vraiment un engouement, un peu comme on pourrait le retrouver chez Apple, en fait, un engouement pour la marque. Voilà. Donc après, comment on va le faire concrètement, voilà, on a déjà nos petites idées, mais il faut toujours chercher à comment faire différemment et ce qu'on va apporter de plus que ce que font les autres, en fait, encore une fois. Après, ce qui n'est pas évident dans votre business, c'est que vous avez du B2B et du B2C. Ouais. Comment tu gères justement ces deux catégories de clients qui se gèrent pas de la même manière, en fait, hein, Ouais, alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le schéma dans lequel on s'inscrit, le process est au final le même pour le B2B que le B2C. De toute façon, il y en a beaucoup qui nous appellent pour un projet de création de salle de sport.
des entreprises aussi, que ce soit du public, du privé. Le schéma est toujours le même, Oui, l'accompagnement est l'envie est toujours la le même. même. Ouais. On est Même d'accord. l'accompagnement, en fait, c'est toujours le même. La seule chose qui va différencier, ça va être le type de matériel. Là, ça fait plusieurs semaines que on a mis en ligne sur notre site toutes les nouvelles gammes professionnelles. Donc là, c'est vraiment cool parce que quelqu'un, même une salle de sport publique, peut très bien avoir notre matériel en fait dans leur salle. Hein. C'est vraiment, il n'y a aucun souci, même en termes de garantie. Et ouais, le schéma s'inscrit de la même façon, c'est juste que le matériel proposé ne va pas être le même. N'est pas le même, Ça va le être du budget n'est pas le même. Ouais, en fait, ça va être du semi-professionnel pour les particuliers et ça va être du professionnel pour les professionnels. Il y a même des particuliers qui veulent du professionnel au Oui, final. oui, oui, Donc, tout à fait, ouais. ouais. Mais c'était par rapport à ce souhait de communauté. Mm. J'imagine que le B2B va être peut-être plus friand au démarrage pour pouvoir justement le proposer à ses salariés. Ouais, après, à voir, parce que si on se crée vraiment notre communauté via les réseaux sociaux, c'est vrai que ça va plutôt être le B2C qui va être Ouais, impacté en premier. Donc, tout à fait. voilà, à Ouais. voir comment on le structure et dans quel ordre on le met en place. En tout cas, création d'une communauté. Ouais. Prochaine étape. Mm, mm. Et comment tu vois RAC dans 5 ans? On aimerait bien créer nos propres équipements. Ok. Voilà, après, il faut avoir les moyens financiers et aussi humains pour le faire. Mais c'est un beau projet, dis Ouais. donc. Ouais. Après, voilà, c'est vraiment la prochaine étape, c'est avoir notre propre marque, toujours dans cette volonté de créer une communauté et voilà, qu'il y ait autant les équipements, les vêtements, enfin voilà, tout cet aspect-là qui englobe la communauté en fait de RAC et voilà. Et nous, ce qu'on veut vraiment véhiculer, c'est justement la persévérance, le dépassement de soi, tout ce qui en fait est propre à RAC, parce que sans ça, si on s'était pas dépassé, si on n'était pas persévérant, en fait on n'en serait pas là où on en est. Et en fait, nous, c'est un peu ça, peu importe qui on est, d'où on vient, parce que Théo et moi, on est complètement différents. On vient pas du tout. Lui, il est fils d'artisan. Et moi, je suis complètement. Je suis très, très scolaire. On n'est pas du tout pareil à tous les niveaux, en fait. Même notre façon de penser. Voilà. En plus, je suis une femme, c'est un homme. Alors, c'est ultra complémentaire. Et vraiment montrer que peu importe qui on est, d'où on vient, quel âge on a, tout est possible. Et peu importe le sport qu'on pratique. Nous, on veut mettre justement tout ce qu'on peut mettre en œuvre pour que nos clients atteignent leur objectif. On peut leur offrir, en fait, via l'accompagnement qu'on propose et les produits, voilà, les services. Et finalement, RAC, ça a bien marché aussi en post-Covid parce que Ah oui. il y avait cette envie d'un côté B2B de faire revenir ses salariés sur place et il y a beaucoup d'entreprises qui ont dû réfléchir à des manières autour du bien-être au travail en installant des salles de sport. Hein. Moi, je connais pas mal d'entreprises qui ont créé leur salle de sport post-Covid pour faire revenir les gens sur place et en même temps, tu as du TT qui fait que tu as quand même pas mal de gens qui veulent absolument continuer à faire du sport chez eux parce que rester derrière son ordi de 8h à 20h, c'est bien d'avoir une petite pause le matin, le midi ou le soir pour faire son sport. Donc, et puis, je trouve qu'on entend de plus en plus, il y a un engouement et il y a une vraie volonté autour du sport en France aujourd'hui. Tu vois, la pratique du sport, c'est énorme. Oui, et puis de toute façon, avec le phénomène des réseaux sociaux, avec tout ce qui est QVT, qualité de vie au travail pour les entreprises, le sport, c'est vraiment le sujet du moment, hein, il n'y a pas à dire. Quand les ados voient leur influenceur préféré sur les réseaux musclés, etc., c'est un peu l'image, forcément, ils ont envie de se mettre au sport. Et même ce type de public, hein, c'est notre public à nous au final, parce que même si on va plutôt toucher les CSP+, bien sûr. En fait, il suffit que les enfants les ados disent à leurs parents, oui, moi aussi, je sais pas, à 16 ans, je veux ça, je veux une salle,
salle, Bien sûr. on a de la place, vas-y. Puis pour faire plaisir à leurs enfants, voilà, Oui, et ils puis vont tu as leur un offrir. engouement qui peut être familial, en fait. Oui, aussi, et il y a tout ce qui est gain de temps, même quand on a des clients qui ont des postes à haute responsabilité ou juste qui n'ont pas beaucoup de temps, Carrément. qui se tapent les bouchons tous les jours et qui veulent profiter de leur famille. En fait, tout simplement, ils rentrent, il est 20h, 21h, ils ont envie de profiter de leur famille et quand tout le monde est couché, je sais pas, ils font une Ils vont faire leur demi-heure, une heure petite de séance, sport. carrément. Voilà, et c'est vraiment là aussi ce public qu'on peut facilement toucher. Bah, en tout cas, longue vie à RAC. Ouais. Merci Sarah, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bah, merci à toi. Belle suite. Ouais, merci.